Aujourd'hui, je reçois encore un ami, Ludovic Guerrero. Depuis tout petit, Ludovic est passionné par les voyages et les différentes cultures du monde. Il a décidé d'en faire sa carrière. Il fait un baccalauréat en commerce international en France, puis une maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire à l'Université Laval dans la belle ville de Québec. Par la suite, il travaille pendant 2 ans pour le Bureau international des droits des enfants avant de rejoindre la Fondation Paul Gérin-Lajoie, où il est chargé du recrutement, de la mobilisation et de la formation des personnes volontaires du programme clé. Il voue un culte à sa ville de naissance, Mazamet, qu'il a parcouru de long en large avec son skate. Ce fin épicurien est toujours prêt à partager un bon repas entre amis. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de retrouver tout de suite Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Félix. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Ça va très très bien pour ce beau vendredi. Bon, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté. Je suis très content de t'avoir pour pouvoir parler un peu de ton parcours, puis de l'humanitaire en général. Tout d'abord, je voudrais que tu commences par te décrire en 3 mots. C'est une très bonne question. Je pensais pas arriver à une entrevue aujourd'hui finalement. En 3 mots, je dirais curiosité, je dirais détermination et puis je dirais rigueur. Rigueur. On aime ça, je pense qu'on va y revenir un peu tout au long de oui, on va voir l'entrevue là, mais tu verras pourquoi j'ai ça en tête aussi là. Parle-nous un peu de ton enfance à Mazamet, parce que c'est drôle que il y avait Charlie qui est de Mazamet aussi, puis toi qui es de Mazamet. Cette ville a quand même beaucoup de talent, je trouve. Effectivement. Donc souvent ce que je dis quand je rencontre les gens, je dis contrairement à beaucoup de gens que je connais qui disent je viens du sud, je viens de Toulouse, etc. Moi je dis non, je viens de Mazamet. Qui est une ville entre Toulouse et la mer Méditerranée. Donc j'ai grandi dans cette ville jusqu'à peu près mes 17 ans, 18 ans, là, le fait que après je parte faire mes études à l'étranger et en fait en France en premier lieu, mais à l'étranger par la suite, donc là où on est au Québec. Ça a été une enfance vraiment bien. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle, le fait d'être dans une campagne un petit peu, mais à la fois c'est comme ça reste une petite ville, Mazamet, tout le monde se connaît quand même. Puis, c'est un peu comme Agen, tu sais, moi je dis souvent quand je dois présenter Agen, je dis il y a tous les avantages d'une ville, mais t'es tranquille à la campagne, 5 minutes de voiture, tu sors, t'es perdu au milieu des champs. Ouais, je le résumerai comme ça aussi. Et moi j'aime vraiment d'où je viens, j'y retourne régulièrement. C'est une bonne expérience finalement là, je te dirais, j'ai eu une enfance qui était très bien. Justement, tes arrière-grands-parents immigrés espagnols, puis la guerre civile de 30 avec Franco. Exact. As-tu ressenti cette double culture quand tu étais enfant? Est-ce que cela a pu influencer tes envies d'ailleurs, justement? C'est une bonne question, je pense pas. Je pense que j'ai compris ça plus tard, ce bagage-là peut-être, en ayant peut-être aussi moi-même eu cette expérience d'immigration. Mais je dirais que je connais quand même peu l'histoire de ma famille de manière générale, même si je sais que mes arrière-grands-parents du côté de paternel là sont arrivés d'Espagne justement à ce moment-là à peu près, ont quand même, travaillé, se sont intégrés dans la société en France assez rapidement, ont nommé même leurs enfants avec des prénoms français, etc. C'était ça souvent à l'époque. C'était comme ça, ouais, souvent à l'époque. Et puis c'est ça, on a quand même ma famille une culture qui est quand même plus française, même si on a des origines espagnoles. Puis je pense que c'est ça aussi une des différences dans l'immigration aujourd'hui par rapport à l'époque où tout ce qui a trait en fait à l'intégration au niveau culturel, au niveau des mœurs, etc. Ça a changé au niveau de la perspective. Le fait d'être mieux intégré. Ça reparler. Oui, mais aussi tu vois à l'époque, je pense donc c'était avant la Seconde Guerre mondiale, puis même après, les gens pensaient à s'intégrer vraiment en essayant d'imiter ou d'adapter la culture dans laquelle ils étaient, et presque en perdant parfois certains leur propre culture. Puis ça, c'est un phénomène qui est présent depuis un certain temps, mais je trouve que ça tend à changer. Ouais, c'est vrai que on va y revenir après, mais ça, pour moi aussi, l'une des clés de l'immigration, c'est d'arriver à s'intégrer, puis d'avoir aussi la volonté et la capacité de s'intégrer à la société où tu arrives. Absolument. Très proche de tes grands-parents, comme tu disais, très proche de ta grand-mère, à ce que j'ai entendu dire. Il paraît que vous passiez des après-midi entiers à regarder des reportages sur les voyages. Justement, tu penses que cette passion du voyage que tu as, est-ce qu'elle te vient de là, le fait de
vouloir un peu voyager par procuration pour ta grand-mère? Ouais, c'est une bonne question. Tu t'es très bien renseigné, Félix. Bravo. Je te dirais que oui, quand j'étais jeune, on regardait beaucoup des émissions de voyage dans le monde. Là, je pense à Arte notamment, Ouais. en particulier. J'imagine que tu vois très bien, tu sais, quand on est petit, on a soit l'option entre les dessins animés ou d'autres, des jeux télé ou Arte, là. Mais Moi, je te rassure, mes après-midi, c'était soit des chiffres et des lettres ou les dessins animés. Mais souvent, c'était donc, pas mon choix, les chiffres et les lettres. moi, c'est ça, j'ai beaucoup regardé des émissions quand j'étais petit, puis effectivement, j'ai quand même le souvenir où je me disais, waouh, c'est quand même incroyable ce qu'il y a dans le monde. Je savais que j'étais de Mazamet, qu'il y avait plein de choses. Pour moi, déjà, la France, c'était quand même un monde à proprement parler. Puis je pense que le fait de venir d'une plus petite ville aussi, parfois, on peut aussi se limiter sur le monde, parce qu'on a un peu peur, parce qu'on est moins confronté à que ce soit de la diversité ou tout simplement le fait de tester sa capacité d'adaptation dans un autre milieu. Fait que moi j'ai beaucoup regardé Arte, puis il y a beaucoup de choses quand j'étais petit que je me disais ok, ça c'est quand même quelque chose que je veux voir dans ma vie, que je veux faire dans ma vie. Je pense j'ai toujours en tête là souvent des émissions sur des safaris ou l'Afrique ou la savane qui me donnaient vraiment envie d'aller voir par moi-même ce que c'était finalement, puis de voir ça finalement par mes propres yeux et pas devant la télévision. Mais c'est fou parce que je me souviens quand j'étais petit, tu sais, Agen, Mazamet, c'est la même taille, puis on a, je pense, les mêmes codes au niveau du ailleurs, tu sais, de la France, c'est grand. Puis moi, je me souviens juste aller à Bordeaux déjà. Je trouvais que je faisais un gros voyage, on prenait le train, puis j'ai l'impression de changer de vie alors que t'es à 1 heure. Moi, je dirais que j'avais quand même cette volonté-là assez jeune, de découvrir autre chose, de voir autre chose. Puis, c'est ça que je dis, quand on est dans une plus petite endroit, finalement, nos frontières un peu psychologiques qu'on se met sont plus réduites, je trouve, que des gens qui sont soit dans des grandes villes, soit qui ont eu l'habitude de beaucoup voyager étant jeunes, etc. Et je trouve que c'est un peu une barrière que j'aimerais un jour aussi sensibiliser les plus jeunes pour faire sauter cette barrière-là, justement, parce qu'il n'y a pas de... Je veux dire, tu disais Agen, Mazamet, c'était un peu la même chose, peut-être autour de 50 km autour de chez nous. C'est comme si c'était presque l'étranger. C'est vraiment comme découvrir une autre culture, alors qu'en soi, c'est un peu des limites psychologiques qu'on se mettait en étant jeune, je trouve. Revenons à tes études. Comme je disais dans ton introduction, tu as eu une scolarité studieuse jusqu'à obtenir ton baccalauréat scientifique avec mention assez bien. Tu t'es vraiment renseigné, vraiment, là, sur les notes. Tu l'as mis sur ton LinkedIn, c'est facile à trouver quand même. Est-ce que tu aimais l'école justement? Tu sais, comment se passait un peu ta scolarité dans ta ville? Je dirais que dans le fond, oui, j'aimais bien l'école, mais sans savoir exactement vers où je m'en allais, ce que j'avais envie de faire. Puis il y avait des matières qui, par exemple, si on parle du collège, du lycée ou même du primaire, il y a des matières qui m'intéressaient plus que d'autres. Là, je pense que tout le monde a un peu un goût de certaines choses. Puis, tu sais, je pense pas être un excellent élève, j'étais pas un mauvais élève non plus. J'étais curieux aussi, c'est ça que je reviens à ce que je disais tantôt. Là, j'étais quand même curieux, donc d'apprendre des choses, ça me plaît, puis ça me plaît toujours. Puis, je pense que c'est tout le monde finalement. Mais je dirais, c'est ça. Là, j'ai pas eu une scolarité exemplaire, puis j'ai pas eu non plus une scolarité déplorable. Là. Je te dirais que j'ai vraiment beaucoup plus aimé en fait mon expérience, on va dire dans les établissements scolaires ici qu'en France. Après, c'est sûr que on parle pas des mêmes niveaux non plus d'études, mais en tout cas, enfin, on y reviendra peut-être. Mais c'est sûr qu'à l'université, je suis vraiment content d'avoir fait mes études au Québec versus en France. Là, j'ai trouvé que la qualité de l'éducation était vraiment vraiment bien. Ton bac en poche, premier grand départ, tu vas dans la grande ville voisine, Toulouse. Tu vas faire un BTS en commerce international. Tes parents étaient commerçants. Est-ce que tu penses que ça a influencé ton choix? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce genre d'études? Je vais revenir sur Mazamet dans ce cas-là. En fait, il faut dire que Mazamet, c'était autrefois la capitale mondiale du cuir. Ouais. Et c'est quand même une ville qui a une appétence pour le commerce. Donc, tous les gens autour de nous, des gens qui sont dans le commerce international, c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Forcément, quand on est plus jeune, on n'a pas forcément la vision globale de ce qu'on peut faire, parce que souvent on regarde autour de nous qu'est-ce qui se fait et on se dit ok, comment je peux m'intégrer dans tout ça. Donc c'est un peu pour ça que je me suis dirigé dans cette voie-là. Je me voyais pas du tout dans la voie scientifique par exemple, ou la médecine. Je me voyais pas non plus dans tout ce qui était peut-être art, lettres
ou quoi. Donc moi, le commerce, c'est quelque chose qui m'intéressait. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était plus ce qui avait trait à la gestion, de manière générale. Parce que c'est ça, justement, toi, tu as fait un bac S. Généralement, les gens vont vers, justement, comme tu disais, médecine, SVT, physique. Puis toi, t'es parti vers Oui, effectivement. côté, Puis justement, c'est justement pour ça que à la fin de mon bac, je voulais vraiment faire autre chose. Je savais que je ne voulais pas aller dans ce domaine scientifique. Puis le commerce était une voie qui m'intéressait. Alors je savais pas vraiment encore dans quoi, comment, etc. Mais premièrement, la gestion, c'était quelque chose qui était intéressant. Puis là, deuxièmement, c'était l'aspect international, parce que vraiment, à partir de ce moment-là, j'étais beaucoup plus tourné vers l'international. Je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, ton BTS, tu le réussis. Retour à Mazamet pour faire une licence à l'IFSIM, donc toujours dans le commerce international. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir à Mazamet après être parti justement dans la grande ville? Parce que je pense que c'est des études que tu aurais pu poursuivre à Toulouse, je pense. Oui. Donc, pourquoi ce retour à Mazamet? J'aurais pu poursuivre des études à Toulouse, Bordeaux, Paris, en tout cas les grandes villes de France, là, ou ailleurs, peu importe. Il se trouvait que il y avait donc cette école qui est en fait rattachée à la CCI du Tarn, qui offrait finalement en un an l'équivalent de Master 1. Donc ça permet effectivement d'avoir une licence, mais ça permet d'avoir l'équivalent de Master 1. Je sais pas si c'est toujours le cas, je pense que oui. Et c'est quelque chose qui arrangé évidemment ma famille, puisque j'allais revenir dans le coin, donc à Mazamet. Ça facilitait énormément de choses, puis même au niveau financier, c'était beaucoup plus intéressant. Tu sais, je m'étais dit que ça me plairait de faire des études à l'étranger, tout ça. À ce moment-là, j'avais pas vraiment trop calculé ce que j'allais faire. J'étais quand même un peu assez jeune à ce moment-là aussi, j'avais 20 ans. Puis en fait, je suis revenu à Mazamet, j'ai fait mes études pendant à peu près un an à l'IFSIM, puis c'est ça, après on va parler de la suite. Puis là c'est ça, on est en 2017, donc tu valides cette partie des études. Puis là, destination Université Laval à Québec pour faire donc la maîtrise qu'on parlait tantôt en gestion du développement international et action humanitaire. Là, justement, c'est une partie où j'ai plein de questions. Déjà, la première, pourquoi le Canada? Est-ce que tu avais d'autres choix que le Canada? Alors entre le moment où j'ai diplômé en début janvier 2017 et le moment où je suis arrivé au Québec, août ou septembre 2017, il s'est passé quand même 8 mois. Il se trouve que avant de terminer mes études à l'IFSIM là à Mazamet, j'ai réalisé un stage de 4 mois, je pense, à côté d'Amsterdam. En commerce international dans les bulbes à fleurs. Donc c'est vraiment assez drôle là. Les Pays-Bas. Exact, les fleurs. Au final, ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé. En fait, je leur ai dit que c'est pas parce que j'étais pas intéressé, j'étais vraiment très intéressé, mais je voulais terminer mes études. Je voulais aller plus loin que faire mon master 1 donc avec l'IFSIM, je voulais terminer vraiment le cycle de maîtrise, de master. C'est toujours mieux. Ouais. Voilà. Finalement, après ça, pendant cette période où j'étais aux Pays-Bas, je me suis inscrit. En fait, j'ai postulé à plusieurs universités et vraiment à ce moment-là, je m'étais dit que j'allais finir mes études à l'étranger. À l'étranger, quand j'entends, c'était en dehors de la France. Oh oui. Donc, j'ai un peu rien dit à personne. Et puis, je suis rentré en France et donc à Mazamet et je me souviens. C'est ça, j'en ai parlé dans les périodes des fêtes de fin d'année à la famille et tout ça. Et début janvier, donc j'ai diplômé, je crois que c'était ça, début janvier 2017. Puis finalement, j'ai reçu mi-janvier ou quelque chose comme ça, la confirmation comme quoi j'étais pris à l'Université Laval au Québec. Maintenant, je vais aller avec le pourquoi le Québec. Premièrement, je connaissais pas. Premièrement, je connaissais rien du tout. Du Québec, du Canada, j'étais jamais venu. Ah ouais. Je connaissais rien du tout et j'ai dit c'est ça qui me plaît. Finalement, il y avait quand même une facilité parce que les études allaient être en français. Certes, avec un milieu où parfois il y avait un peu plus d'anglais, mais quand même les études étaient en français. Il y avait aussi une question financière que j'avais calculée derrière, sachant que j'avais les coûts, les frais d'université. À ce moment-là, ça a changé entre-temps, mais qui étaient les mêmes que les personnes québécoises. Oui, c'était la belle époque. Donc finalement, en fait, j'étais avantagé parce que ça allait me coûter moins cher que de finir mes études en France. Et puis surtout, en fait, moi, mon objectif, c'était vraiment de voir un système éducatif différent, de voir un pays différent, puis surtout de m'inspirer d'une culture différente et peut-être d'une culture nord-américaine qui diffère sur plein d'aspects de celle qu'on a en France. Et puis, je suis arrivé à la fin du mois d'août, je pense, 2017. Donc, ça fait quand même quelques années. Et puis, la personne qui m'a accueilli à Montréal à l'aéroport, c'est un Québécois
que j'ai rencontré sur une plage au Cambodge et qui m'a accueilli chez lui 2-3 jours avant que je vienne dans la ville de Québec pour débuter mon master Et finalement. t'as fait ton initiation un peu au Québec et aux Québécois. Et puis je suis arrivé donc à Québec et je n'étais pas destiné à faire cette maîtrise-là. En fait, au départ, j'étais inscrit à une maîtrise en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Sauf que je me suis assez vite rendu compte dans la première session que ça allait pas le faire. Parce que entre temps, comme je t'ai dit, entre le moment où j'ai postulé et le moment où j'étais au Québec, il s'est passé 1 an pratiquement. T'as un peu devancé ma question, c'était pourquoi ce changement? C'était commerce international, donc quelque chose quand même assez froid, tu le disais, tu sais, vendre des bulbes aux Pays-Bas de fleurs, puis là, tout d'un coup, tu te retrouves avec humanitaire. Pourquoi ce changement, justement? Alors, je te dirais déjà, faut savoir que le stage aux Pays-Bas, c'était vraiment super, super intéressant. J'ai vraiment adoré cette expérience. Maintenant, effectivement, la réflexion, là où j'ai changé de voie quelque part un petit peu, c'est que je te disais au départ, la gestion m'a toujours intéressé. Maintenant, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je voulais poursuivre mes études en gestion. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans une entreprise pour éventuellement faire plus de bénéfices ou optimiser des processus pour faire plus de bénéfices, etc. Non, cette vision-là, je me suis dit peut-être ça colle moins avec ce que j'ai envie de faire finalement. Donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme option. Puis bref, je suis arrivé au Québec. Comme je te dis, les premiers mois, c'était beaucoup en réflexion. À l'université, on doit, ça dépend qui là, mais on devait faire une scolarité préparatoire. Donc on avait un semestre, là, 4 mois sur la scolarité préparatoire. Puis ça, je devais le passer obligatoirement si je voulais intégrer peu importe quelle maîtrise. Fait que là, j'avais quand même un objectif, c'était de passer à travers cette scolarité préparatoire. Puis j'ai changé via la maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire. Mais l'idée derrière ça, ça a été, je voudrais faire de la gestion. Puis je trouvais que en me dirigeant sur cette voie-là, ça me plaisait, ça alliait aussi l'aspect international. Ce qui m'a toujours plu dans l'international, c'est le fait d'apprendre de l'autre, d'apprendre des cultures, de comprendre les différences. C'est tout ce qui a trait à l'interculturel, j'adore vraiment ça. Puis je trouve que ça alliait vraiment la gestion avec cet aspect-là et que ça faisait aussi du sens pour moi. Donc là, tu fais tes études dans ce domaine-là, puis stage de fin de maîtrise. Donc tu pars quelques mois au Bénin pour Nutrition sans frontières. Donc c'est ta première aventure en Afrique. Tu découvres un nouveau continent après l'Asie, après justement l'Amérique. Puis peux-tu m'en parler un peu plus? Quel était ton rôle? Le choc culturel que ça a dû, un nouveau choc culturel pour toi? Parle-moi un peu de ce stage-là. Donc de l'expérience au Bénin. Dans le fond, on était, je pense, en 2019. Mon stage était d'abord un peu plus au Québec. Si tu veux, l'ONG que j'ai appuyé, c'était vraiment pour travailler un peu sur le ou les projets pilotes qu'ils avaient. Autant au Québec qu'au Bénin, ils voulaient travailler ensemble sur des projets de nutrition, notamment pour, par exemple, avec des cantines scolaires. Ça, c'est des études qui sont disponibles là, sur, que ce soit UNICEF, etc. Là, tu vas trouver. C'est qu'en améliorant la nutrition, donc en améliorant la nutrition des enfants, ils vont beaucoup plus se concentrer. Ils vont réussir à aller à l'école et donc à performer et donc ensuite à entrer dans la vie professionnelle. Donc en fait, les taux de scolarisation des enfants dans le monde, c'est aussi lié à la nutrition. Donc ça, c'est un peu en partant de ce postulat-là qu'ils ont voulu faire un projet pilote avec des nutritionnistes, l'association des nutritionnistes du Bénin, donc pour travailler ensemble. Mais l'enjeu, c'est que ces personnes étaient vraiment qualifiées au niveau technique. Par contre, avaient moins de compétences au niveau de la gestion. Ils en avaient évidemment, mais ils avaient davantage de difficultés. C'est pour ça qu'ils cherchaient quelqu'un. Puis il n'y avait pas vraiment de fond, donc ils cherchaient une personne stagiaire comme moi. Et puis après, quand je suis arrivé, donc je suis parti tout seul au Bénin pendant 2 mois et demi, je crois à peu près 2-3 mois, je sais plus trop. Puis j'ai rencontré des équipes sur place, qui travaillent en nutrition. J'ai eu l'occasion d'aller sur le lac Nokoué, qui est le gros lac là dans la région de Cotonou, où il y a des villages lacustres. On se rendait ensuite en bateau, donc un petit bateau à moteur. Puis là, on allait sur le lac et après, il y a des villages lacustres, donc qui sont construits soit sur pilotis, soit en béton. Mais en fait, c'est un lac qui est sujet un peu à la marée.
Donc, si tu veux, entre l'été et l'hiver, tu as des différences de 2-3 mètres, 2-3 mètres à peu près. Ok, Ça fait que quand tu arrives, il y a pas beaucoup d'eau, tu as des maisons qui sont sur pilotis, on dirait que c'est immense. Puis quand tu arrives, qu'il y a de l'eau, qu'il y a beaucoup d'eau, c'est vraiment juste, tu as une marche et l'eau, quoi, puis la maison. Donc il y avait une école, une église, des maisons, une mairie sur pilotis, comme ça, je te dis, c'était vraiment un village sur pilotis. C'était un peu Venise, mais au Bénin. C'est ça là, ouais. L'idée, c'était vraiment d'appuyer l'organisation locale, l'association de nutritionnistes, pour aussi les renforcer les gens qui sont là tout le temps. Là, moi, j'étais juste là 2 mois ou 3. Puis c'est pas moi qui vais changer le monde, c'est pas moi qui vais faire. Non, t'étais le petit coup de pouce, toi. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens, tu sais, ils avaient des compétences vraiment techniques, etc. Puis au niveau de la gestion, pour qu'ils puissent prendre en main le projet, pour qu'ils puissent tout simplement le faire eux-mêmes. Puis là, justement, comme tu arrives, changement, comme tu disais, total, C'est différent, ouais. de culture, de tout. Le petit Ludo de Mazamet, là, comment il se sent sur le moment par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son enfance, par rapport à tout ça? Comment tu te sens? Ben écoute, extrêmement bien. Ouais. Je te dirais, tu sais, je te fais une confession. Quand j'ai pris l'avion, justement, je pense que j'étais arrivé à Paris pour faire le Paris-Cotonou, donc au Bénin. C'est là où j'ai pris l'avion, puis là, je me suis dit, ok, là tu pars là tout seul. En Afrique de l'Ouest, tu connais pas, t'es jamais allé, tu connais personne. Puis tu pars pour 3 mois et t'as encore en plus des objectifs liés à tes études, quand même, parce que Ah oui, c'est pour valider tes études. C'est ça. Fait que là, ça m'a un peu fait réaliser, puis un peu stressé au moment de partir. Puis quand je suis arrivé, ben c'est sûr, tu sais, je veux dire, à la fois dans l'adaptation culturelle, t'as toujours un moment, tu sais, t'as une courbe d'adaptation culturelle qui est valable partout, c'est universel, c'est humain en fait. C'est que t'as d'abord une lune de miel, t'as un moment d'excitation, tu trouves ça génial, et puis c'est pour ça que la plupart des gens aiment voyager, parce que tout le monde est dans cette lune de miel. Puis après, il remarque que la famille me manque trop, l'hiver il fait trop froid. Ça a été prouvé que... C'est vraiment ça, c'est-à-dire que t'as une lune de miel, au bout d'un moment, t'as un down un peu, c'est plus difficile. Là, c'est le moment où tu commences à voir vraiment le mal du pays, tu vois. Ouais. Tu sais, quand on parle du mal du pays, c'est là. Et puis après, en fait, au bout d'un moment, tu remontes ta courbe, puis c'est là où tu commences à t'adapter. Puis par contre, tu reviens pas au niveau de la lune de miel du départ, tu vois, mais tu commences à t'adapter. Non. Puis repense-y là, ce que je te dis, mais c'est valable vraiment pour tout le monde. Oui. N'importe quelle culture, n'importe quelle nationalité. La gastronomie est différente, la culture est différente, la communication, c'est souvent, ça c'est super important aussi de se dire que quand on va dans un pays, surtout en plus la plupart des gens parlent français. Bien sûr, il y a différentes langues locales dont le fond. Donc en fait, on pense que c'est comme au Québec en fait. On pense que parce qu'on parle la même langue, on se comprend, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Oui. C'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a de la communication interculturelle derrière qui vient et donc qui vient se positionner sur des façon de penser, façon d'agir, façon de faire, qu'on n'a pas forcément en commun, même si on a la même langue en commun. Puis là, justement, ce stage, est-ce que il confirme ta vocation, tu sais, justement ton changement d'études pour aller dans l'humanitaire? Est-ce que tu te dis, c'est à partir de ce moment-là où tu te dis, c'est ce que je veux faire de ma carrière et de ma vie? Alors, je te dirais que je vais peut-être faire la nuance entre humanitaire et développement. L'humanitaire à proprement parler, c'est une réponse d'urgence à une crise pour répondre aux besoins primaires de la population, alors que le développement, ça vise un développement, comme son nom l'indique, puis à répondre sur des besoins, mais sur du beaucoup plus long terme. Ouais. Là, c'était beaucoup plus en développement. Okay. Donc, l'humanitaire à proprement parler, là, la définition, c'est vraiment de répondre aux besoins primaires des personnes qui sont dans une situation d'urgence extrême. Ça peut être à cause d'une guerre, d'un déplacement, ça peut être je sais pas moi, des catastrophes naturelles. Puis ces personnes-là, normalement, c'est l'État qui répond. Bien sûr, il peut y avoir les Croix-Rouges nationales qui répondent aussi, là, mais a priori, c'est l'État qui répond à ça. Il y a un sinistre au Québec, soit c'est les militaires, soit c'est la Croix-Rouge, par exemple. Oui. L'enjeu est que quand les États ne sont pas capables de répondre aux besoins primaires de la population, c'est là où il peut y avoir un appel à la communauté internationale pour intervenir. Comme les feux en ce moment à Madère. Exact. Le Portugal vient de faire la demande d'aide à l'Union européenne. Par exemple, les feux au Canada, ils ont demandé à des pompiers de venir de Cuba, je crois, de France. J'ai des amis à moi de Français qui sont venus ici de plein de pays en fait. Ben ça correspond à de l'humanitaire en fait. On le nomme pas souvent parce que en fait il y a toujours un peu un esprit colonialiste derrière de dire l'humanitaire c'est chez les pays en développement. Donc dans le fond l'humanitaire c'est ça là. Maintenant le développement si on veut c'est beaucoup plus
travailler sur des problèmes sociétaux. Aussi de base, ça peut être l'éducation, la santé, le développement économique, l'environnement, parce qu'on sait que les changements climatiques peuvent toucher, vraiment peuvent impacter les populations négativement sur leur situation socio-économique. Donc, si tu veux, c'est travailler à améliorer des conditions sur un impact long terme. Bien sûr, ça se fait pas sans la collaboration des autorités publiques du pays, de l'État, des organisations sur place. Ça se fait avec des organisations internationales aussi, pour appuyer les organisations qui sont déjà dans le pays. C'est bien que tu fasses cette précision puis que tu donnes la différence entre les deux, même s'il y a toujours un lien entre les deux. Parce que là, on va aborder ta vie professionnelle. Donc là, tu finis tes études. Puis ton premier emploi, donc comme je disais tout à l'heure, c'est au Bureau international des droits des enfants. Là, tu fais plusieurs postes pour finir responsable sécurité. Tu fais cet emploi presque 1 an. Dans les entrevues que j'ai passées pour préparer ton podcast, c'est revenu plusieurs fois que ça a été un poste charnière. Puis je pense que on en avait déjà parlé en dehors du podcast. De manière plus informelle. Que ça a été quand même, comme je disais, un poste charnière dans ta carrière. Justement, tu sais, quel était ce poste, quelles étaient tes prérogatives, tu sais, c'est quoi l'essence de ce poste-là? Je suis revenu au Québec. J'ai diplômé, donc j'ai eu ma maîtrise en GDIH, puis je suis parti donc à Montréal en colocation et j'ai envoyé des CV à différents endroits. J'ai eu une entrevue, j'ai intégré le bureau international qu'on appelle l'IBCR en fait, c'est l'acronyme en anglais. Et là j'ai commencé le 9 mars 2020. Ça c'est 3-4 jours avant la pandémie. Donc en fait, je savais pas si j'allais perdre mon emploi alors que je venais tout juste de l'avoir, genre même pas une semaine après. Fait que j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai pu. Ben finalement, ils voulaient me couper, mais quand ils ont vu que j'avais fait la maîtrise à l'université Laval, ils ont dit ok, tu peux servir peut-être à d'autres choses finalement. Donc là, j'ai pu travailler avec d'autres équipes, les équipes programmatiques, pour les appuyer en fait. Fait que ça m'a permis de changer encore d'un autre emploi qui était chargé d'appui là aux opérations. Ça a duré 1 an, mais c'était quand même dans la pandémie. Ils cherchaient une personne qui était responsable de la sécurité, bien-être, etc. des équipes. Puis j'entends par sécurité, mon poste est responsable sécurité. C'est pas ce qu'on appelle la santé sécurité au travail au Québec ou même en France. Je te dirais, il y avait quand même un aspect lié à la prévention de la Covid en milieu de travail ou de la santé sécurité. Mais le corps du poste, c'était vraiment mettre en œuvre en fait tout le cadre sécuritaire, tout le cadre opérationnel sécuritaire qui avait été développé. Donc ça passe par parce que à l'IBCR, donc on travaille dans plusieurs pays, travaille aujourd'hui dans plusieurs pays. Puis ce sont des pays qui peuvent être plus difficiles au niveau sécuritaire parfois. Et donc par rapport à ça, il faut simplement des mesures pour protéger en fait quelque part ou prévenir des problèmes. Oui, puis là, quand on parle de sécurité, ça peut aller jusqu'à l'enlèvement, au meurtre, ou tout simplement de sécuriser un convoi pour aller d'un point A à un point B. Après, dans les contextes dans lesquels on travaillait, je dirais que c'était quand même relativement sécuritaire. La plupart des pays en Afrique sont sécuritaires. En fait, c'est souvent quelque chose qu'on a en tête de dire l'Afrique c'est dangereux et tout ça, mais en réalité, il y a des endroits qui le sont, bien sûr. Ensuite, il y avait beaucoup, j'ai énormément appris en fait dans ce poste-là parce qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de veille sécuritaire. Donc c'est de la lecture en fait. C'est tout simplement apprendre sur le contexte géopolitique dans les différents pays et comprendre pourquoi, quels sont peut-être les risques associés à telle ou telle zone, pourquoi, puis comment on peut les atténuer, qu'on appelle. Puis là, tu fais donc 2 ans au Bureau international des droits des enfants, puis changement. Pourquoi ce changement, justement? Qu'est-ce que tu te sentais comme fin de cycle pour ce travail-là, ou tu avais juste envie de voir autre chose ou prendre de nouvelles prérogatives? Ben, ça a été énormément prenant en fait, ce travail-là, parce que pense bien que je dis pas que j'ai tout fait là, loin de là, mais pense bien qu'avant que j'ai ce poste-là, il y avait des choses en place, mais là c'est passé à un autre niveau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est systématiser tout le système de sécurité, puis former toutes les équipes. Ça a été mon travail. J'ai énormément appris. Ça a été assez costaud parce que il y avait beaucoup de travail à réaliser en 1 an finalement.
Et puis, je me suis aussi rendu compte que c'était très prenant parce que je devais quand même être disponible H24, 7 sur 7, là. Donc, Ouais, c'était très chronophage. c'est ça. Puis, tu as toujours le risque qu'on t'appelle un dimanche matin, n'importe quand, en fait, dans la nuit, et qu'il y ait un problème qui surgisse. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me pesait quand même. Ouais. Parce que je me disais, waouh, c'est quand même assez... tu sais, il peut arriver quelque chose de grave. Puis après, j'ai voulu changer pour avoir un emploi un peu plus classique, disons, en termes d'heures et surtout peut-être faire une autre chose. J'ai testé vraiment tout ce qui a trait à la sécurité. J'ai énormément appris, mais à la fin de l'année, là, j'avais comme envie de changer, de voir d'autres choses. Donc, tu atterris à la fondation Paul Gérin-Lajoie. Tout à fait. Avant de commencer à parler d'eux, j'ai une petite question piège pour toi. Sais-tu qui est Paul Gérin-Lajoie? Ben oui, évidemment. Ouais. Ben bien sûr. Donc c'est important, on va le préciser. Donc c'était le premier ministre de l'Éducation, ouais, premier ministre Québec. En fait qui a créé le ministère de l'Éducation Ouais. dans les années 60. D'ailleurs, un grand combat pour réussir à faire ça. Donc tu commences là-bas comme agent au volontariat et à la formation. Tu fais ça pendant presque un an. Ouais, c'est ça, un an à peu près. Ouais. Ça consistait en quoi justement ce poste-là? Il faut savoir que j'ai postulé pas spécifiquement à la fondation Paul Gérin-Lajoie. Moi, je voulais travailler pour le programme clé. Puis donc j'ai postulé pour ce job-là vraiment pour travailler sur le programme clé. Dans le programme de coopération, je m'étais beaucoup renseigné autant sur la fondation que sur le programme à proprement parler. Puis quand je dis renseigner, c'est lire tous les rapports annuels, etc., etc. Là, je voulais travailler pour une organisation qui correspondait à mes valeurs. Je citerai pas d'organisation. On n'est pas là pour faire ça. Autant l'IBCR que la fondation, c'est vraiment deux organisations où les approches qui mettaient de l'avant, je les trouvais intéressantes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai postulé. Et donc, je voulais travailler sur le programme de coopération volontaire. Agent volontariat, c'est en 3 mots, là, je te dirais, pour résumer, c'est recrutement, accompagner les gens dans les démarches administratives, hein, parce qu'ils partent à l'étranger, et beaucoup plus lié aux formations. Donc, travailler sur l'organisation des formations, des choses comme ça. Ça, je voudrais faire une petite parenthèse sur un autre sujet, mais que tu viens de parler, le fait que tu t'es beaucoup renseigné pour trouver qu'est-ce qui correspondait à tes valeurs pour ton emploi. Je suis en train de lire un livre en ce moment de Alexandre Mars, qui est un gros entrepreneur en France, qui fait justement un podcast qui est super intéressant. Le podcast s'appelle Pause. C'est un peu le même principe. C'est pas mal. Je me suis pas mal inspiré de lui pour faire justement ce projet. Puis dans son livre, il explique que dans ta vie, il faut que tu trouves ton alignement. Mm-hmm. Donc savoir ce que tu veux faire, pour qui tu veux le faire, ou si c'est pour toi-même, ou pourquoi tu veux le faire. Puis qu'est-ce qui te fait que tous les matins, tu te lèves puis tu te dises, OK, là, je fais quelque chose qui me fait du bien personnellement dans la vie. Puis c'est ça que je trouve ça très intéressant sur le fait que tu disais que tu as vraiment cherché pas juste un emploi, mais quelque chose qui te fasse vibrer, que tu aies envie, que tu t'es renseigné avant. Puis ben ouais, je te dirais que je connais pas ce monsieur, mais je suis complètement d'accord. Je te passerai le bouquin. Puis avec plaisir. C'est aussi pour ça que je te disais quand tu me posais la question, c'est que tu te décris comment là dans la détermination, c'est aussi ça là, c'est-à-dire que le matin, si tu sais pas pourquoi tu te lèves tous les matins, va te coucher. Mon point, c'est que, en gros, tous les matins, il faut que tu te dises pourquoi tu te lèves. Sinon, la vie, elle a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Mon point, c'est, il faut que tu te lèves le matin, que tu penses à, c'est quoi qui te motive, qu'est-ce qui va faire, que tu vas te lever et que tu vas faire ta journée. C'est ça mon point. C'est primordial, je trouve. C'est ça, tu sais, c'est plusieurs étapes. Souvent, les gens veulent aller aussi directement OK, je finis mes études, puis je veux ma job de rêve. Puis c'est ça, tu sais, en étudiant ton parcours aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu l'as construit. Tu as construit ta carrière. Là, on va en arriver au fait que là, t'es responsable du volontariat et formation du programme de coopération volontaire, donc le programme clé. Puis c'est vraiment quelque chose, c'est ce que tu étais venu chercher au final. Donc je vais te lire l'objectif que j'ai trouvé sur votre site internet, d'ailleurs, où il y a des très belles vidéos de toi, hein, je tiens à le dire. Mais là, c'était améliorer le bien-être économique et social des personnes les plus pauvres, les plus marginalisés, les plus vulnérables, en particulier les femmes et filles, par une éducation de qualité. Finalement, on en revient à l'éducation, donc on retrouve Paul Gérin-Lajoie qui était son leitmotiv. Donc, je trouve que c'est un projet qui est incroyable. Peux-tu nous en parler vraiment un peu plus en profondeur?
Bien sûr. Dans le fond, donc programme clé, c'est pour compétences, leadership, éducation. C'est un programme de coopération volontaire qui est financé par le gouvernement canadien, donc Affaires mondiales Canada, qui est sous l'égide là du ministère des Affaires étrangères et qui est de 2020 à 2028, donc un programme de 8 ans, dans 6 pays, donc le Sénégal, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Cameroun et le Rwanda. En fait, c'est mis en œuvre par 3 organisations. Donc, la Fondation pour le Jardin de la Joie, pour laquelle je travaille, la Fédération des cégeps au Québec, qui regroupe en fait tous les cégeps, les 48 cégeps du Québec, et puis Éducation internationale, qui est une organisation aussi en éducation, beaucoup plus en formation professionnelle au Québec. Donc ces 3 organisations-là sont mises ensemble pour faire ce programme-là parce que chacune des organisations a des compétences spécifiques en éducation, que ce soit éducation de base, formation professionnelle, formation technique. Chacun a un peu ses propres atouts, ses compétences. Ensuite, c'est un programme qui est où il y a 2 partenaires stratégiques. Donc il y a l'IFEF et le FAWE. Alors là, j'ai pas exactement l'acronyme en tête là, mais c'est l'Institut de formation en éducation là qui est basé à Dakar au Sénégal, qui est panafricain. Et ensuite, on a le FAWE, qui est le Forum des éducatrices africaines, qui est aussi un organisme panafricain en éducation et notamment envers les femmes. Donc ça ajoute une grosse crédibilité au programme, le fait d'avoir des partenaires assez importants de ce niveau-là, panafricains en plus de ça. Et qu'est-ce qu'on fait en fait à travers le programme clé? Tout simplement, on vient travailler dans ces 6 pays pour accompagner, pour appuyer les organisations partenaires, pour répondre à leurs besoins et en fait améliorer leurs compétences dans plein d'affaires. Et puis pour ça, entre autres, on envoie, donc il n'y a pas que ça, mais entre autres, on envoie des personnes volontaires qui ont une compétence spécifique et qui vont travailler pendant 3 mois jusqu'à 12 mois auprès de ces organisations-là dans le pays et qui vont répondre à leurs besoins. Mais là, on peut aller chercher quelqu'un qui a ces compétences-là pour aller travailler avec l'organisation, non pas pour faire à la place d'eux, mais vraiment pour accompagner l'organisation à faire. C'est un peu le fait que au lieu de faire à leur place puis qu'ils regardent, que vous leur appreniez à le faire pour qu'eux puissent le développer puis que ça perdure dans le temps. Donc c'est ça aussi où on en est. Puis globalement, vous êtes plus dans le développement que dans la réponse d'urgence. C'est ça, c'est pas une réponse d'urgence. Déjà, non. Ça c'est sûr, ce qu'on fait, c'est pas de la réponse d'urgence. Donc on n'est pas dans de l'humanitaire à proprement parler pour revenir sur les termes. En revanche, c'est sûr que les organisations, tu sais, avec lesquelles on travaille, faut pas oublier qu'elles sont là depuis 20 ans, 30 ans parfois. Elles ont énormément de compétences, mais leur désir, c'est de renforcer leurs compétences par des gens qui en ont plus, tout simplement. Et puis, peut-être un dernier point sur le programme clé, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille à la fois avec des ONG, donc des organisations locales, à la fois avec des établissements scolaires, alors inclusifs ou non, c'est-à-dire qui travaillent avec des enfants en situation de handicap ou non, avec des établissements en formation professionnelle et technique, un peu comme au Cégep, ici au Québec, et aussi avec les ministères. Donc ça, c'est quand même un truc qui nous démarque, donc pour répondre à nos objectifs, mais de différentes manières. Puis je suis allé regarder un peu, puis il y avait des mandats en communication, entrepreneuriat, numérique, il y a vraiment des domaines très variés. Est-ce que c'est possible d'avoir toutes les champs de compétences possibles? Est-ce que vous avez des limites où vous ne pouvez pas aller? Je ne sais pas, par exemple, dans tel pays, ils disent OK, niveau juridique, on veut pas que vous interveniez, on veut pas de mandat par rapport à ça. Tu sais, qui est-ce qui définit les mandats? Est-ce que c'est eux qui vous le demandent? Est-ce que vous vous dites, regardez, moi j'ai un volontaire qui est capable de développer tout l'aspect numérique. Est-ce que ça vous intéresse? Comment ça se passe? Dans le fond, on travaille donc depuis 2020 avec les organisations. On travaille avec 50 organisations dans 6 pays. Avec chaque organisation, on a fait on a vraiment travaillé sur c'est quoi leurs objectifs sur 7 ans ou 8 ans là qui est la durée du programme. À partir de ça, il y a eu donc en fait une réflexion sur leur développement organisationnel. Donc savoir c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, c'est quoi les opportunités, les menaces, etc. là. Puis ensuite ils ont fixé leurs objectifs. Ok, voici un peu les compétences qu'on aimerait développer, qu'on aimerait mettre à un autre niveau. Et puis à partir de là, on a défini conjointement les
plan de renforcement des capacités. C'est vraiment un plan sur 7 ans qui sont révisés chaque deux ans en fait, pour dire ok, est-ce que ce qu'on avait planifié il y a 2 ans c'est toujours valable ou est-ce qu'on doit changer ça un peu. Donc audit Maintenant, local, puis après vous exact. voyez avec eux En gros, c'est exactement comment vous ça. organisez. Puis il y a une autre nuance que je vais apporter aussi, c'est que il y a quand même des limites à ça. C'est parce que on a des stratégies qui ont été pensées, développées par des personnes expertes des organisations du programme. Donc il y a quand même une approche et des choix qui ont été faits sur l'approche, donc sur la stratégie, et qu'on doit suivre. Ça c'est évident. Maintenant, ça a été pensé aussi et réfléchi avec l'appui et les retours d'organisations locales. Donc l'idée, c'est qu'on vient répondre aux besoins des organisations. Maintenant, parfois, il va y avoir des limites si ça ne répond pas à la stratégie qu'on avait fixée au départ. Finalement, les organisations locales veulent améliorer leurs compétences pour arriver à un autre niveau, en fait. Puis nous, on permet d'envoyer des gens pour ça, finalement. Est-ce que justement, il y a un domaine où vous, en tant que ONG, fondation, vous dites non, nous on n'intervient pas dans ce genre de domaine-là? Est-ce qu'il y a vraiment, ou c'est vraiment vous faites de A à Z? Je vais te donner un exemple pour te donner la diversité à peu près de ce qu'on a, même si tu as vu les mandats qu'on a sur le site web, etc. Dans le fond, récemment, là, j'étais dans la formation. On donne des formations en fait chaque 3 mois. Puis j'en ai une la semaine prochaine justement. Et je tombe dans la formation avec un monsieur québécois qui en fait était chef cuisinier. Ok. Alors là, tu peux dire, mais c'est quoi ton rapport là? C'est quoi ton rapport avec chef cuisinier? Puis avec l'éducation. Il faut savoir qu'en fait, on travaille par exemple au Rwanda avec le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle et technique. Donc, comme les cégeps au Québec, il y a des cégeps qui ont des techniques spécifiques avec des programmes spécifiques. En fait, cette personne-là, elle venait travailler avec le ministère pour accompagner en fait tout le ministère dans la refonte du cursus des niveaux en fait de scolarité en cuisine. Okay, comme un peu au lycée hôtelier sur place. C'est exactement ça. C'est ça, ok. Il Donc venait là pour développer justement tout le programme. En fait, c'était révisé ensemble parce que lui, c'était une personne qui a déjà fait ça au Québec, etc. Okay. C'est une personne très expérimentée. Donc l'objectif de son mandat, c'est vraiment, et je crois qu'il revient pour ça d'ailleurs ces jours-ci, c'est vraiment d'aller appuyer en fait le ministère pour réviser le curricula qu'on appelle dans le cursus scolaire en fait au niveau des techniques en cuisine et puis de voir comment ça peut être adapté au contexte local aussi parce que parfois il y a des différences tout simplement dans les procédés, dans les processus, les façons de faire, etc. Mise à jour de technique, par exemple. Puis justement là tu me parles qu'il revient. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire 2-3 mandats ou souvent c'est des one shot comme on dit vulgairement? Non, ça arrive quand même régulièrement. Puis je suis assez content de ça parce que justement, je pense que si les gens reviennent, c'est qu'ils ont aimé l'expérience. Ouais, généralement oui. Sinon c'est que t'es un peu masochiste, mais ça c'est un autre problème. Non, moi je pense que c'est très positif. Puis je travaille à tous les jours aussi pour qu'il y ait davantage de personnes qui fassent plusieurs mandats. Et ça veut dire que je travaille pour que les gens aient une bonne expérience, tu vois. Donc l'idée c'est un peu mon travail aussi là, c'est à la fois de superviser et d'accompagner l'équipe qu'on a là de volontariat dans le recrutement de personnes volontaires, mais aussi au niveau des formations. Donc c'est pour ça que dans mon titre il y a la formation, là. À la fois le contenu mais la logistique. Et puis après globalement mon objectif c'est vraiment de voir tout le parcours de volontaires depuis le moment où ils ont déposé le CV ou même qu'ils apprennent ce que c'est le programme clé jusqu'au moment où ils reviennent 1 an après peut-être ou 6 mois après de séjour à l'étranger, en passant par toute la phase des démarches, les papiers avant de partir, le fait qu'ils soient sur place, qu'ils reviennent, etc. Donc c'est vraiment que tout ce processus-là se passe pour le mieux pour ces personnes-là, et en fait c'est un peu comme une expérience client si on veut. Ouais. Puis tu sais, si je vulgarise pour le monde de l'entreprise, on a un parcours client, une expertise client, puis moi je veux que ma satisfaction client elle soit un certain chiffre, et donc je vais tout faire, mettre en place toutes les stratégies pour arriver à ces objectifs. Quels sont les objectifs court, moyen, long terme de ce programme?
Dans le fond, à court terme, c'est donc je te dirais, renforcer les capacités des organisations locales. C'est aussi, alors c'est un double objectif là de c'est-à-dire, j'allais dire court et long terme. Mais en plus de renforcer les capacités des organisations, c'est aussi de faire de l'engagement du public au Canada. Ça, on en parle aussi avec le programme clé. Mais moi, j'en parle moins, c'est moins mon domaine, mais je vais quand même expliquer ce que c'est. C'est tout simplement de sensibiliser la population canadienne, en fait, aux différents enjeux qu'il peut y avoir en développement international. Et puis, ouvrir aussi, ouvrir un peu je dis pas les yeux là, mais c'est ouvrir un peu les perspectives pour la population, pour dire, ben voilà, il y a d'autres choses qui se passent aussi dans le monde. Donc c'est ça, là, c'est vraiment de sensibiliser la population canadienne finalement pour ce qui se passe à l'étranger, comment ça fonctionne, etc. Et à long terme, en fait, ce qu'on appelle la théorie même du changement de ce programme-là, c'est vraiment de penser que en travaillant avec les organisations locales, à la fois des ministères et en plus avec des partenaires diversifiés, l'objectif derrière ça, c'est qu'en renforçant ces organisations-là, qui sont là sur du long terme, mais en fait, on va éventuellement améliorer les systèmes éducatifs et la qualité de l'éducation. Puis ça, je t'inviterai à lire la stratégie en éducation, là, c'est assez gros, mais c'est un peu ça l'objectif. Et donc ça vient à terme, tout simplement, ça c'est ce à quoi on veut contribuer, améliorer le bien-être économique des personnes plus marginalisées, plus vulnérables, en particulier les filles et les femmes, par une éducation de qualité. Puis là, si j'ai des compétences dans un domaine, puis que je désire être volontaire pour faire une mission, comment ça se passe de A à Z? Les personnes qui désirent en fait faire un séjour à l'international avec nous, donc un mandat de coopération volontaire, en fait, elles peuvent se rendre sur le site internet, donc c'est pcvclé.ca, et il y a une section, donc les mandats, on peut choisir un petit peu les durées, les champs de compétences, les pays, en fonction de chaque personne. Et puis, dans chaque mandat, en bas de page, on a un formulaire, donc un formulaire de candidature à remplir, en ligne, et ensuite nous derrière on a toute une équipe qui va s'occuper du recrutement. Donc là, si on reçoit les candidatures, nous on va analyser les candidatures, on va faire les suivis éventuellement pour des premières entrevues, puis si ça va un peu plus loin, on a une deuxième entrevue avec les équipes locales, et après on prend des références. Donc c'est vraiment un processus assez classique, un peu comme un emploi en fait. Et ensuite, une fois que la personne accepte officiellement l'offre, là, elle va rentrer un peu dans les démarches administratives. Donc, c'est entre 1 à 2 mois à peu près maximum. On vient accompagner ces personnes-là, billets d'avion, visa, j'en passe. Puis si on n'a pas le temps, si on n'a pas forcément l'envie aussi d'aller faire 3-4 mois en Afrique, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour aider justement ce projet-là? Oui, en fait, on a aussi la possibilité d'avoir des mandats à distance, qu'on appelle. Donc ça, c'est des mandats qui peuvent être de 1 mois ou plus, ça dépend toujours des disponibilités des personnes, qui se font depuis chez soi. Je dirais ça, sinon, évidemment, il peut y avoir des dons pour contribuer. Puis souvent, c'est c'est une question de perspective aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus, là, même notre génération, on n'a pas vraiment la confiance envers les organisations pour faire des dons, parce qu'on se dit ça va où ça encore, on ne sait pas vraiment. Est-ce que ça va payer le salaire de quelqu'un? Est-ce que ça va vraiment être utilisé sur place? Exact. Puis ça, c'est, tu pourras pas faire un don au programme clé, mais tu peux faire un don à la fondation, tu peux pas faire un don aux autres organisations parce qu'elles sont comme pas parapubliques, mais en même temps, c'est quand même important de faire un don. Tu sais, je mettrai le lien pour les gens s'ils veulent faire des dons, mais des fois là, juste aider, même si on se dit que c'est pour payer le salaire ou ton salaire par exemple. Mais en même temps, si on paye pas ton salaire, le programme ne se fera pas autant. Il faut pas oublier que c'est une organisation générale, mais je trouve que c'est quand même important. C'est sur cette dernière question que s'interrompt la première partie de ce podcast avec Ludovic Guerrero. On se voit la semaine prochaine pour la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.